down south when I said that I would call you, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Tell me how you doing. I didn't want to leave you down south when I said that I would call you, squeeze you a little bit of love. I didn't want to. Anyway, and in the light of day, I didn't know this. Bien, je vais vous inviter à prendre place pour que nous puissions procéder à la séance de clôture. Mesdames, Messieurs, voici la fin de ces 2 jours qui ont, je crois, pleinement mérité leur nom de rencontre. Il suffit, nous sommes nombreux ce soir, c'est la dernière séance. Toutes les séances ont été très assidûment fréquentées et j'ai beaucoup de plaisir à voir que notre pari, qui était d'être une rencontre entre Africains et Français, se concrétise bien. Nous n'avons pas compté, bien sûr, mais nous savons que plus de 400 collègues africains ont répondu à notre invitation. 500 chefs d'entreprise français sont ici. Et au total, nous avons été plus de 2000. Et petite confidence, nous espérions être 1000. Donc ça veut dire que l'intuition que le dialogue entre la France et l'Afrique est parfaitement bien vivant a été vérifiée. Et donc je souhaiterais vous remercier tous d'être ici, et à commencer bien sûr par ceux qui ont voyagé, comme on dit chez vous, et qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de participer. Surtout vous remercier de la manière dont vous l'avez fait, simple, ouverte, amicale, sereine, et sans oublier de faire du business, puisque c'était le but, pas seulement d'en parler, mais d'en faire. Et cette conjugaison que nous avions imaginé de faire à la fois une conférence de politique publique et un salon professionnel, c'est, je crois, révélée heureuse, et elle a donné le ton. Avant de commencer cette séance, je voudrais, si vous me le permettez, remercier tous ceux qui ont rendu cette réunion possible. Alors, je voudrais d'abord remercier Classe Export et Mark Hofmeister. Alors, il était là il y a 30 secondes. Mais Ah, pardon. Et Marc a travaillé en équipe avec toute une série de prestataires et de collègues. Beau travail d'équipe. Je n'oublie pas, bien sûr, ceux qui ont eu l'idée et qui ont lancé, au nom de la France, cette initiative, le ministère des Affaires étrangères, Marc Bouteiller. Alors, je ne sais pas où il est, mais je veux le saluer publiquement. Le ministère de l'Économie et des Finances. En fait, il y avait toute la famille. Il y avait évidemment l'AFD, pardonnez-moi de la citer en premier. Il y avait évidemment Proparco, BPI était là, Business France était là, Expertise France était là. Tout le monde était sur le pont. C'était bien la moindre des choses. Mais voilà, nous étions heureux. Puis vous me permettrez de remercier mes propres collaborateurs, puisque Africa France avait été en charge de concevoir ce programme. Et notamment, je voudrais remercier Marion Scapatici. Alors, je ne sais pas s'il est par là. Elle est là. Voilà. Donc merci de ces applaudissements pour tout ce travail d'équipe à laquelle vous avez répondu par une présence collective chaleureuse et importante. Alors, je voudrais maintenant, bien sûr, en venir à cette cérémonie de clôture, proprement dite. Je voudrais tout d'abord remercier particulièrement Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Kevlan Duncan.
Monsieur Waita, qui nous vient de la présidence de la République du Kenya, Mr. Waita, for the Kenyan presidency. Messieurs les ministres Védrine et Borloo. Et Madame Fatoumata Ba, chef d'entreprise. Et qui représente aussi le Sénégal, bien sûr. Cette séance, si vous le voulez bien, s'ordonnera ainsi. Nous commencerons par recevoir le message du ministre des Affaires étrangères en exercice, M. Jean-Marc Ayrault, qui va, je pense, passer à l'écran. Qui est en charge de passer la vidéo? Petite minute. Non, non. Puisque nous avons un petit temps, j'en profite pour saluer l'arrivée d'un Ivoirien d'honneur, M. Jean-Michel Severino. Bon, écoutez, on va... bien sûr, il revenait à Jean-Marc Ayrault de nous envoyer ce message. Je pense que nous allons le récupérer tout à l'heure. Et donc, je voudrais inviter Monsieur le ministre Védrine pour qu'il nous donne son sentiment sur un chemin qu'il connaît bien, puisqu'il a commencé à l'emprunter il y a maintenant 5 ans, qu'il a remis au président de la République un rapport il y a maintenant 4 ans, et qui a abouti à la création de Fondafrance, fondation qui a été confiée à Lionel Zinsou, ici présent. Donc, Monsieur le ministre, si vous pouvez, avec ce recul qui est le vôtre, et puis bien entendu les fonctions que vous avez exercées, nous donner votre sentiment sur ce que s'est passé autour de ces rencontres. Merci. Il n'y a pas assez de micros, en fait. Bon, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir été invité à participer à une partie de cette conclusion. Je serai d'ailleurs obligé de vous quitter juste après. J'ai un train et je suis désolé de ne pas écouter la suite, mais je suis impressionné par ce que l'on m'a indiqué, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, qui résume les travaux qui ont lieu ici. Et il est vrai que quand les dirigeants français actuels avaient demandé à Lionel Zinsou, Jean-Michel Severino et d'autres, et moi, de travailler sur l'état des relations économiques France-Afrique. C'était une approche que je trouvais encourageante et nouvelle après une longue période de controverses pénibles et même une période où, en France, il était devenu presque à la mode de penser que c'était mal en soi d'avoir une politique africaine, quelle qu'elle soit. Donc on est passé par une espèce de phase d'absurdité mentale au moment où toutes les puissances dans le monde développer une politique africaine, en tout cas une politique en Afrique. Et donc ce petit groupe très sympathique, nous avons travaillé ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour redémarrer sur un pied différent, beaucoup plus sain. Donc nous avons eu ce travail, ce rapport, qui avait été approuvé par la conférence des chefs d'État de 2013, puis le lancement par Lionel Zinsou de la Fondation, puis tout le travail qui est maintenant animé sous une autre forme par Jean-Michel Desbras. Donc c'est dire à quel point je me sens en phase et je me sens encouragé quand je vois une réunion de cette importance et quand je vois que des travaux ont porté sur un ensemble de sujets qu'on avait déjà mentionnés, mais d'autres qu'on n'avait pas traités, donc vous avez été au-delà. Donc tout ce qui concerne le travail fait sur les obstacles à la circulation, le sous-financement, l'intérêt d'avoir des coalitions d'acteurs, les systèmes de formation, la dimension numérique, les environnements juridiques, naturellement, la question des villes, la dimension culturelle du développement, les industries culturelles. Donc c'est un travail tout à fait remarquable. Et moi, vraiment, je me réjouis que la relation France-Afrique, maintenant, quand on y pense, on pense d'abord
à ce type de relation, de partenariat sur le plan économique. Je trouve ça infiniment plus sain que les sortes de convulsions franco-françaises des 15 ou 20 années précédentes, dans lesquelles on s'était un peu enfermé. Là, je parle pour les Français, quand nos amis africains, profitant de l'ouverture de la mondialisation et du grand large, naturellement, eh bien, ils commençaient à mettre en concurrence, comme c'est logique, les Français avec les autres, les Chinois, les Turcs, les Américains, les Qataris, je ne sais qui, les Brésiliens, etc. Enfin, tout le monde, tous ceux qui avaient intérêt à venir en Afrique. Et il y a eu un vrai risque à un moment donné. Il y a un vrai risque de rupture. Parce que d'un côté, du côté africain, notamment à propos de l'affaire des visas, mais pas que ça, il y avait le sentiment d'une distanciation, il y avait une amertume, un ressentiment. Et du côté français, après justement toutes ces controverses sans fin, il y avait un risque d'indifférence. Avec une France qui prétendait s'ouvrir à la mondialisation, mais qui raisonnait en termes, en pensant à la Chine, ceci, cela, les BRICS. Donc on n'est pas passé loin, il y a 10-15 ans, d'un moment où des chemins qui avaient été réunis par l'histoire, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est indémêlable après. C'est une source prodigieuse de richesse humaine et même économique. Il y a un moment où on était en train de se perdre de vue. Je ne suis pas sûr que ce soit entièrement corrigé, parce que, à mon avis, la connaissance vraie de l'Afrique d'aujourd'hui, par les Français d'aujourd'hui, on peut mieux faire, hein, on va dire ça gentiment. Bon. Donc tout le travail qui est fait là, dans ce type de processus, qui prépare la réunion des chefs d'État à Bamako en janvier 2017, tout le travail sur les partenariats, sur l'investissement, sur la jeunesse, sur la productivité, sur les bonnes pratiques, sur les banques, tout ça, je trouve ça très très bien. Et je suis donc content d'y être associé. Je voudrais ajouter à ça, parce que beaucoup de gens vont en parler après moi, je ne veux pas être trop long, je voudrais ajouter à ça quelques commentaires personnels. Pas long, là aussi. Et déjà, Lionel et notre ami Severino, Yakim El Karoui et d'autres, nous avions employé cette méthode. Une fois qu'on a entendu tout ce qui s'est entendu dans les 2 jours, je pense que si on veut que c'est une suite utile et concrète, il faut que chacun d'entre vous se dise, il faut bien distinguer. Qu'est-ce qui doit être corrigé dans les pratiques? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Comment est-ce qu'on peut faire mieux, plus vite, plus intelligemment, etc. Dans un esprit de partenariat. Donc ça se négocie tout ça. Mais il faut distinguer. Qu'est-ce qui relève des pouvoirs publics français? Il y a des comportements adoptés. Le discours, dans les discours, c'est très bien maintenant, ce qu'on entend dans les discours, mais dans la pratique réelle des pouvoirs publics français, il y a peut-être des questions à se poser. Qu'est-ce qui relève des entreprises françaises, anciennement installées ou nouvelles? Bon, l'élément, c'est très simple, c'est qu'il ne faut pas se considérer comme en terrain conquis. C'est aussi simple que ça pour les entreprises françaises, surtout pour celles qui sont là depuis longtemps et qui aiment l'Afrique énormément à leur façon et qui connaissent. Mais il n'empêche que, et je vais mettre un peu les pieds dans le plat, il faut qu'on comprenne que on ne peut plus simplement faire des affaires maintenant ou décider de grands investissements uniquement en parlant avec les présidents ou les ministres ou la famille des présidents. Puisque l'Afrique elle-même a changé, et donc il y a une relation économique saine, constructive, pour aller de l'avant. Évidemment, ça dépend des Africains aussi. Mais nous, on avait, Lionel est là, et d'autres participants, on avait fait la liste de ce qui relevait de chacun. Parce que sinon, le risque dans les déclarations finales de ce genre de réunion, c'est que c'est super bien, mais on ne sait plus qui doit faire quoi, finalement, après. Donc il y a également ce que doivent faire les dirigeants politiques africains. Ils doivent démontrer dans chacun de leurs pays qu'en effet, ça ne sert à rien d'essayer d'obtenir, en passant par le président ou le ministre, tel ou tel marché qui doit être négocié dans des conditions de compétitivité. Il faut que les entreprises françaises acceptent qu'elles sont en compétition. Bon, peut-être que ça plaît à personne d'être en compétition, mais c'est comme ça. Donc il faut que les responsables africains le montrent, le démontrent. Il faut qu'eux aussi, quand ils prennent des décisions très remarquables dans les différents sommets, ils arrivent à les mettre en œuvre. Je peux dire ça parce qu'on pourrait dire la même chose sur les conseils européens. Donc vous voyez, c'est pas spécifique à l'Afrique. Il faut que les dirigeants économiques africains démontrent également leur capacité à négocier, à conclure, à mettre en œuvre. Il faut que les uns et les autres, ils créent pour les entreprises, et pas simplement françaises, pour toutes les entreprises du monde entier qui veulent venir, qui savent très bien qu'il y a des choses extraordinaires à faire en Afrique, même si c'est idiot de parler de l'Afrique globalement, c'est des situations différentes. Il faut créer un environnement juridique qui soit réellement sécurisé, rassurant,
Donc ça relève dans chaque pays africain des dirigeants, des opposants, du Parlement, des avocats, etc., etc. Donc on n'a pas tous exactement à faire la même chose en fait. Puis nous avons, chacun de nous a un passé particulier, sauf que ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette histoire France-Afrique au milieu de l'histoire générale de l'humanité, c'est que personne n'a envie de laisser tomber cet héritage. C'est un héritage extraordinaire sur une histoire qui est là, sur laquelle on ne peut pas revenir. L'histoire est là, on peut en penser ce qu'on veut. Mais ce serait quand même une perte effrayante dans la bagarre générale de la mondialisation déstructurée, dans un monde qui n'est pas encore une communauté internationale, mais une sorte de vaste foire d'empoigne, vous voyez, un champ de foire. Bon, ça serait quand même une perte incroyable de laisser tomber ça. Mais il faut qu'il y ait des réponses, il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait un désir. Dès qu'on parle de la question des visas, des formations, universités, de circulation humaine, c'est évident. C'est évident que la France n'a pas encore fait toute sa part du chemin et qu'elle n'a pas rétabli les conditions qui doivent être recréées pour ça. Et je ne parle pas de l'immigration de masse, c'est un tout autre sujet. Voilà, chers amis, mes commentaires, je me borderai à ça. J'applaudis, je félicite tous ceux qui ont animé, organisé, conçu et produit les travaux de journée dont j'ai cité très rapidement les thèmes. Mais je pense qu'il faut que nous repartions chacun avec une feuille de route spécifique selon la catégorie dans laquelle nous nous trouvons. Et ça nous aidera globalement à progresser vers d'autres rendez-vous. Donc bravo, en attendant d'autres rendez-vous précisément. Mesdames, Messieurs les participants aux rencontres Africa 2016, je veux partager avec vous cette conviction. L'Europe et l'Afrique, continents voisins, ont une communauté de destin. Les deux rives de la Méditerranée ont vocation à devenir un espace de croissance, de développement et de prospérité mutuellement bénéfiques. Les relations entre la France et l'Afrique sont spécifiques et, j'ose le dire, privilégiées. Elles sont le produit de l'histoire, tout autant que de la géographie. Elles sont fondées sur de solides atouts qui font de la France une porte d'entrée naturelle pour l'Afrique sur le marché unique européen. Quels sont ces atouts? Notre langue, d'abord, partagée par une grande partie du continent, et que le reste du continent souhaite apprendre. J'ai pu m'en rendre compte lors de mes déplacements. La richesse de nos liaisons aériennes et portuaires, notre coopération universitaire et scientifique, axée sur la formation des talents africains. Un cadre juridique, fiscal et financier attractif. Enfin, un dynamisme économique et commercial porté par un réseau d'entreprises qui dispose d'une connaissance inégalée du continent africain. Il n'y a de ma part aucun triomphalisme. Il n'y a aucune raison de minimiser pour autant les liens qui nous unissent, ni de sous-estimer le potentiel pour l'avenir. Ces relations sont surtout fondées sur la volonté de réussir ensemble le développement de tout le continent. Nous devons bien sûr conserver un regard lucide. Des défis à relever demeurent considérables. Le premier d'entre eux est la sécurité. La France a montré au cours des 4 dernières années que chaque fois que cela était nécessaire, elle prenait ses responsabilités, à la demande des pays africains et en concertation avec les organisations africaines. Assurer la sécurité de l'Afrique, c'est aussi assurer la sécurité de la France et de l'Europe. Mais dans bien des domaines, les progrès sont remarquables. Je souhaite ainsi partager avec vous une grande satisfaction. L'Afrique, bien loin du catastrophisme médiatique, invente son propre chemin vers l'émergence. Le continent met aujourd'hui en œuvre un authentique modèle de développement durable, porté par sa démographie et par l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus urbaine. L'Afrique devrait compter 40 métropoles de plus de 3 millions de personnes en 2050. Portée aussi par la créativité de sa jeunesse, qui veut être un acteur à part entière du changement et par les progrès de son intégration économique. Dans ce formidable mouvement qui s'est engagé, le secteur privé africain joue un rôle moteur. Il est secondé par les acteurs publics et les forces de la société civile et relayé par les diasporas africaines.
L'ambition de la France est claire, accompagner les Africains sur ce chemin d'espoir parsemé de défis. Les États africains savent pouvoir compter sur un partenaire expérimenté et sincère. L'exigence de qualité de cette amitié entre l'Afrique et la France prend tout son sens dans un monde ouvert et en évolution rapide. Cette amitié doit aller de pair avec le sens des responsabilités. Je pense ici à la question essentielle du réendettement et à la promotion d'un financement soutenable du développement. C'est le sens de la refondation du partenariat franco-africain voulu par le président de la République et inauguré à l'occasion du sommet de l'Élysée de décembre 2013. Ce partenariat vient compléter l'ampleur et la densité de nos engagements de solidarité aux côtés des Africains, en faveur notamment de l'éducation, de la formation et de la bonne insertion de la jeunesse sur le marché du travail. Profondément renouvelé, il a une dimension économique centrale, réaliser une double mutation de la présence économique française sur le continent africain. Sa présence géographique d'abord. La France entreprend de construire avec l'ensemble des nations africaines, quelle que soit la sphère linguistique à laquelle elles appartiennent, une relation de confiance et de respect. Les deux principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique subsaharienne, le Nigeria et l'Afrique du Sud, en témoignent. Il ne s'agit pas de faire plus là pour faire moins ici. Il s'agit de faire plus partout. Sa présence sectorielle ensuite. Nous souhaitons concentrer notre action sur les secteurs d'excellence de l'offre française, dans lesquels nos entreprises répondent de manière compétitive. Je veux citer les commandes stratégiques du développement urbain, des nouvelles technologies de l'information, de l'agrobusiness et bien sûr des énergies renouvelables. Dans cet esprit, les membres de l'équipe France pour l'Afrique sont mobilisés pour apporter un appui financier, administratif et technique aux entreprises françaises désireuses d'investir ce marché dynamique et concurrentiel. Mesdames et messieurs, dans la perspective du prochain sommet Afrique-France de Bamako en janvier prochain, c'est bien à la consolidation de notre relation de confiance et d'amitié que vont servir ces rencontres Africa 2016. Je félicite les administrations concernées et la Fondation Africa France d'en avoir pris l'initiative. L'important courant d'affaires entre entreprises françaises et africaines doit aujourd'hui se densifier encore et se diversifier davantage. Je suis persuadé que les multiples échanges que vous avez pu mener durant ces 2 journées au sein de ce magnifique cadre du Conseil économique et social et environnemental, que je remercie pour son accueil, y auront contribué de façon décisive. Je vous remercie. Bien, donc voilà le message de notre ministre et donc de la France. Je souhaiterais maintenant passer au cœur de notre discussion finale et notamment, pour fil directeur, vous proposer de réfléchir sur cette manière dont s'imbriquent les stratégies des entreprises, quelle que soit leur taille, ou des secteurs professionnels, pour aboutir à une politique globale et comment s'intègrent tous ces facteurs dans le concept d'émergence, d'où la réflexion de nature politique, au vrai sens du terme, qui est aujourd'hui la nôtre ce soir. Mr. Waita, you are in the presidency of Kenya in charge of delivering the important projects. Can you explain to us, in a couple of words, what is the role of this project in the global strategy of emergence of Kenya? Please, Mr. Waita. You can remain here or come there, as you like. Excellency Prime Minister, ladies and gentlemen, I really like Paris, and I have taken time in the few days I've been here to read up on some of the recent history of this beautiful city, and one of which is an event that you have been running
since 1976 called the Paris Marathon. And in the 40 years of its history, only 2 countries have taken to the podium and won it more than 14 times. One country is France, and the other country is Kenya. And even though we are not, we do not share a very long and deep cultural relationship with France as a country, we do share a number of passions. You love your croissants. We give you the best coffee in the world to have that with. And we do share a lot of soft things that make our relationship unique but special. The reason I'm here today is because your director for Africa in your Ministry of Foreign Affairs, a good friend of our president, Mr. Remy Maréchal, made a special request, and he said, I would like somebody from a different part of the world to come and talk to the colleagues and fellow Africans and French policy makers and economic thinkers and corporate leaders on what Kenya is all about and how that vision fits within the African context and how we can help to contribute on the new roadmap that the French are developing for the economic cooperation with Africa. But I'll say one thing at the outset that's very, very important for me. One is that Africa has 54 countries. And we are the same way somebody in Paris is different from somebody in Portugal is the same way that somebody in Nairobi is different from somebody in Kinshasa. So whereas we share a common bond as Africans, we have our uniqueness that determines that a different approach be used when you are looking to engage with Africans. But having said that, as Africans, we share a very strong and resolute unity of purpose to bring our continent to the center of the economic world and to bring our continent to the center of global commerce. And when we talk with strong nations such as France, strong economic blocs such as the European Union, we like to reiterate a number of things. One is that the relationship with Africa needs to move away from being very transactional, from being about buying and selling, about donor and donee, about producer and consumer, and move towards a more constructive engagement. And I really admire the words of your foreign minister as he really lays emphasis on the constructive relationship. And that entails 3 things: mutual respect for economic and political decisions, a shared vision of prosperity that benefits all. When we discuss trade, it must be trade that is a win-win situation for all of us. And thirdly is an appreciation of common threats. Today we share a number of threats in common. We share the threat of terrorism and violent extremism. We share the threat of immigration crisis caused by various reasons. We share the threat of climate change, and nobody feels it more than Africans because of the extreme changes in weather. And these are all things that bring us together on a common platform for trade. Now, that is the global vision. My president has a very clear vision on what he wants to achieve out of his engagement with all his foreign partners and relations. And one is to tell you that Kenya is open for business. We want you to come to Kenya. And what are we doing about it? I am responsible for driving the president's key agendas in a number of sectors. The first is on infrastructure. And in the last 5 years, we have been very clear. We have built a 500-kilometer new standard gauge railway from our port in Mombasa
to the capital city in Nairobi, which enables Kenya to be the gateway into Uganda, into Rwanda, into South Sudan, into Congo, into the Central African Republic, into Ethiopia, and into all the regions that are represented therein. So Kenya is an essential component to that. We are also building a new deep water port in the coastal town of Lamu as a transshipment hub for goods and services that come from other parts of the world. We have in the last 3 years expanded the handling capacity of our container terminal in Mombasa at the Kilindini port to take our volumes up from just under 20 million 20-ton foot equivalent to close to 30 million in just under 2 years. And we are well on progress to double that capacity. In the aviation sector, through the cooperation and funding of AFD, we are now redoing and redesigning our main airport in Nairobi to provide a new runway to be able to give us some redundancy and improve the traffic. On the passenger side, we have doubled capacity from about 5 million passengers per year to 12.5 million passengers per year, making Nairobi a much improved place to visit if you were last there in the last couple of years. I have listened very keenly to the discussions on the energy sector, and perhaps Kenya is where one of the most exciting developments in energy is happening. We have the largest wind project being developed in Lake Turkana, the Lake Turkana Wind Project, 310 megawatt project, largely supported and funded by partners from within the European Union, and many of them are seeing the potential for expansion on renewables. Our geothermal capacity now forms over 30% of our national baseload to the energy grid. And we are looking to grow that geothermal potential. We have a 10 gigawatt potential on geothermal. I like to hear all the investors here who are keen on renewable energies to know that we have green fields, we have well-developed fields. We are ready to give you the data and the information necessary for you to come and explore and be part of our independent power producer network. We have simplified in large part the bureaucracies of buying power, of providing guarantees that are necessary for your financiers, and looking at the overall stability of the environment that can attract the kind of capital that you're willing to spend in our country. The second priority, other than infrastructure, for my president is security. We, as you know, have had some security challenges over the last number of years, and we have taken serious steps. We have doubled the size of the police force in the last 5 years. We have modernized the equipment. We have strengthened our capability to deal with terrorism. We have improved our cooperation with international partners on the sharing of intelligence, and we have in large part managed to contain the threat of Al-Shabaab and the growing influence of other extremist violent bodies. On the side of financial inclusion, which is necessary for anyone looking to invest in a country like Kenya, Kenya perhaps has one of the most interesting stories on financial inclusion. Today, more than $28 billion in value has been transferred from person to person on their mobile phone. This exists nowhere else in the world. And this M-Pesa innovation that has been developed jointly with Vodafone is something that enables, it's a big enabler for the SME sector, it's a big enabler for the dispersal of credit to small and micro enterprises, and it fits very well into the strategy that I have had here today on making credit accessible to small businesses that you are keen to partner with and to incubate when you come and do business in Africa and in Kenya specifically. On the technology front, the eastern seaboard of African continent, and I'll be specific on East Africa, have 5 marine cables. We have total capacity in excess of 20 gigabits in terms of bandwidth. In terms of terrestrial internet penetration in Kenya is over 60% on mobile. In terms of mobile penetration, over 80%. Now, the mobile phone in Africa, as you know, is the tool for everything. It is the tool for commerce. It is the tool for healthcare. It is the tool for information. It's the tool for getting jobs. So when you look at mobile penetration, it is perhaps the biggest indicator of
what you can do when you want to do business with Africans and innovate and deliver your solutions on mobile platforms. We are the only country, perhaps, outside of South Africa and Egypt that has an LTE penetration of close to 40% of the population coverage. So we are doing some of the right things necessary. We are making significant changes in our governance structure to improve the role of the judiciary, to improve the resolution of disputes, commercial contracts. We are also looking at big challenges like corruption. The things that frustrate businessmen like you when you come and you ask people, ask you for backhanders in order to give you energy projects or infrastructure projects, we are committed to stamping that out. And we need the help of our partners such as yourselves in able to deal with this and not to encourage the kind of corruption that has been characteristic of large infrastructure projects in African countries, and Kenya specifically. I will not say much more than that, other than to thank you very much for inviting us here today to be part of this event. Thank you. Thank you very much for this comprehensive presentation of your strategy. Je retiendrai peut-être, si vous voulez bien, deux choses, parce que votre discours était très riche. La première, c'est que j'ai bien entendu que quand le Kenya parlait de sa stratégie d'émergence, il raisonnait à l'échelle régionale. Toutes ces infrastructures sont faites pour relier l'ensemble de l'Afrique de l'Est. La deuxième chose que j'ai bien retenue, parmi donc beaucoup d'autres, c'est que d'abord, vous pensez à l'efficacité de votre gouvernement, à l'efficacité de vos mesures, à la sécurité que vous offrez, juridique et autres. Donc, je crois que ce sont des points qui ont parlé à tous les chefs d'entreprise qui étaient dans cette salle. Monsieur le ministre Borloo, je souhaiterais, nous n'allons pas passer les secteurs, bien sûr, les uns derrière les autres, mais les points clés qui permettent de construire ce concept d'émergence. Or, il y en a un sans lequel rien ne se fait, c'est la paix. Et je sais que vous allez nous expliquer, non pas la paix au sens militaire, parce que ce n'est pas notre objet, même si c'est extrêmement important, mais un facteur de paix fondamental, civil, un facteur de paix, c'est tout simplement l'accès à l'électricité et à l'énergie. Monsieur le ministre. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en deux mots, puisque vous connaissez l'Afrique sûrement mieux que moi. Moi, ce qui me fascine, c'est le démarrage des retrouvailles entre l'Europe, dont la France et l'Afrique. La deuxième chose qui me fascine, c'est tout se passe en ce moment en Afrique très très vite et en très grand. Ce qu'il y a de plus génial et ce qu'il y a de plus dangereux. La croissance démographique de 100 millions, 1,2 milliard, 2,4 milliards, dans 30 vacances, 30 ans. Un quart de l'humanité, 40% des moins de 20 ans. 5% de croissance avec 25% d'accès à l'énergie. C'est-à-dire le taux de croissance le plus hallucinant du monde rapporté au taux d'équipement électrique. Or, on sait que l'énergie est tout à fait vitale pour l'ensemble du développement économique, la prospérité. La décision, face à cette situation, un mouvement de nomadisme inconnu dans l'histoire de l'humanité. Après un choc démographique d'une vitesse inconnue, un mouvement de nomadisme obligatoire vers des grands chaos urbains africains, enfin qui peuvent devenir des chaos urbains, et demain évidemment européens et de la péninsule arabique, une capacité linguistique invraisemblable, un niveau de formation des dirigeants d'entreprise, des cadres, des dirigeants politiques uniques, l'Afrique des grands espaces, l'Afrique des grands vents, 2, 3 langues locales, 1, 2, 3, 4 langues véhiculaires internationales, une ouverture au monde, des formations technologiques tout à fait stupéfiantes. Donc, tout ce qui est important pour l'Europe et pour le monde se passe en Afrique, y compris en matière culturelle, et y compris sur un sujet majeur, la spiritualité au XXIe siècle. L'Afrique, c'est 300, 350, probablement un peu plus, millions de musulmans. Et l'autre religion du livre, près de 450 à 500 millions de chrétiens, qui vivent à cette heure-ci, sauf zone tendue, où on retrouve tous les drames possibles
comme par hasard, à la limite des deux, dans une tolérance, dans un respect de l'autre, dans une compréhension invraisemblable, sur un sujet où on sait par ailleurs que les lignes de fracture passent sur une partie de l'Afrique, pas très loin de la Côte d'Ivoire, monsieur le Premier ministre, une partie du Sénégal et la Somalie. Bref, le bonheur du monde, la croissance du monde, la croissance de l'Europe passe par l'Afrique. Pendant 15-20 ans, comme des vieux amants, l'Europe et notamment la France et l'Afrique, en tout cas du côté français, il y a eu un moindre intérêt. Nous avons été fascinés par le mur de Berlin et la reconstruction européenne. Nous avons été fascinés par la croissance de l'Asie, de la Chine et des BRICS. Mais aujourd'hui, tous ces univers sont à maturité, à stabilité. Il ne se passe rien de vraiment extraordinaire sur la planète, sauf en Afrique. Et monsieur le Premier ministre, prenez-moi cette occasion pour vous dire à quel point c'est compliqué d'être chef de gouvernement ou chef d'État dans des pays qui ont connu une croissance démographique autant liée par l'allongement de la durée de vie d'ailleurs que par la natalité. Si on imagine la France avec la démographie de votre pays, monsieur le Premier ministre, nous serions aujourd'hui 270 millions d'habitants. À 65 millions, on a une crise de logement. Tout ça pour dire que les besoins internationaux, économiques, publics ou de solidarité dans un continent qui a vécu de telles mutations sont absolument indispensables. Les entreprises, le business, évidemment, facteur décisif. Et moi, je trouve vraiment que les plus grands bouillonnements sont une partie des États-Unis aujourd'hui, dans quelques très très grandes capitales africaines. Et puis, j'en atteste, la décision d'un continent complet, 54 chefs d'État, de faire un plan massif d'électrification du continent, gage de paix, d'accès à l'eau, de sécurité, de santé, d'emploi, de capacité agroalimentaire. Décision unanime des 54 chefs d'État. Unanime. Gouvernance arrêtée. 54. Accord en cours avec la Commission européenne, en tous les cas avec l'Europe. Et ces 54 États ont décidé de faire en 8 ans un plan d'équipement massif, à la fois rural ou centralisé. Rural parce qu'à aujourd'hui encore, l'Afrique a un taux de densité qui est 15 fois plus faible que l'Europe, donc il y a des problèmes de coûts d'approvisionnement et de facilité. Alors, en un mot commençant, moi je trouve que c'est en Afrique aujourd'hui qu'il se passe les choses les plus importantes. C'est très difficile. La paix du monde, la croissance passera par l'Afrique. La future guerre mondiale, voire des risques de déstabilisation et de fascisme en Europe, face à la panique, d'une réorganisation de l'utilisation par les hommes de l'espace dans cet ensemble d'1,7 milliard qui est en fait l'Europe et l'Afrique. Ces deux continents, frères par la proximité, frères par l'histoire, frères par la culture. On a besoin de l'Afrique, on a besoin de sa spiritualité, on a besoin de ses énergies bouillonnantes et invraisemblables. L'Afrique est indispensable, pas seulement pour la croissance ou les enjeux, pas seulement pour la paix, le regard à la vie, le regard aux anciens, le regard aux vieux, le regard à la spiritualité de l'Afrique est absolument nécessaire aux vieilles démocraties européennes et aussi à la France. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. À une question réductrice, vous avez pris le grand angle pour répondre. Et merci de l'avoir fait. Je crois que l'Afrique, c'est une chose que nous avons tous dit pendant 2 jours, nous étonnera et nous étonne déjà au moins sur un point. C'est que sa capacité, comme elle a des besoins tout à fait inédits dans une situation qu'aucun continent n'a jamais connue, je parle de la croissance démographique, eh bien, elle invente. Et cette innovation suppose la mise en valeur du capital humain, la mobilisation des ressources humaines, le rôle du courage et de l'inventivité des femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'invite Madame Fatoumata Ba à venir nous en parler.
Excellences, messieurs les ministres, messieurs les représentants du gouvernement, chers panélistes, alors forcément, lorsqu'il y a quelques jours, messieurs Bouteiller et Zinsou ont pensé à moi pour venir témoigner lors de ce panel, j'étais comme vous, j'étais surprise, tant mes copanélistes sont tous illustres. Et avec un peu de recul, j'ai réfléchi au symbole, mais aussi à la réalité. Et j'ai décidé de vous raconter des histoires, la mienne, mais des histoires aussi de jeunes, de femmes africains, qui aident d'autres jeunes femmes africains et qui ont une contribution significative aujourd'hui à l'émergence de l'Afrique. Donc, moi, je suis sénégalaise, trentenaire. J'ai grandi entre Dakar, Abidjan, Accra. J'ai fait des écoles africaines, un petit peu françaises. J'ai été boursière de mérite pendant toutes mes études du gouvernement sénégalais. J'ai fait des grandes écoles françaises. J'ai été formée dans leader des télécoms au marketing stratégique, puis dans un leader du conseil au conseil. Et j'ai décidé, il y a 4 ans, de partir pour avoir un impact sur mon continent, tout en mettant à profit tous ces savoirs et surtout ma passion pour 2 sujets, le développement économique et la technologie. Donc j'ai lancé un e-commerçant en Côte d'Ivoire qui s'appelle Jumia, qui se veut un peu l'Amazon, on va dire, africain. Et au début, on était 3. Et c'est vrai que c'était assez fascinant aujourd'hui, avec le recul, mais difficile de voir l'accueil. Déjà, au niveau des défis structurels auxquels on peut être confronté, comme le manque de financement, les difficultés d'avoir des infrastructures, notamment de distribution. Mais ce qui a été le plus surprenant, c'était plutôt la surprise de voir une jeune femme, chef d'entreprise, qui voulait nouer des partenariats avec la Poste, avec les banques, pour mettre en œuvre ce projet. Quelques années plus tard, donc 2 ans plus tard, je quittais la Côte d'Ivoire pour le Nigeria avec 250 salariés, une position de leader de e-commerce, et surtout 50% de femmes dans l'entreprise avec une moyenne d'âge de 27 ans. Le Nigeria, aujourd'hui, suit un petit peu la même trajectoire. On a quasiment 3000 employés, une parité, 40% de femmes à des postes de responsabilité. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas une exception liée à mon groupe ou au secteur des technologies, c'est vraiment une réalité en Afrique. Je pense qu'en Europe, il y a entre 3 et 4% de female CEOs, donc de femmes qui sont dirigeantes ou membres de conseils d'administration de sociétés listées. En Afrique, on est à 5%. Alors bien entendu, j'adorerais que nous soyons tous à 15, 20, 30, 50% bientôt, mais je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître cette force dont l'Afrique recèle à travers ses femmes et sa jeunesse. Et mon histoire à moi, c'est aussi l'histoire de beaucoup de personnes des domaines dans lesquels j'interviens. Je vais vous raconter l'histoire, par exemple, de Ifeoma. Donc, Ifeoma, c'est une femme au foyer au Nigeria, donc à Lagos, qui est aussi une entreprise que j'ai dirigée pendant quasiment 1 an, avec aujourd'hui un succès, mais au début, beaucoup de défis. Et parmi ces défis, nous avions donc des personnes forcément qui ont accès à Internet et qui pouvaient acheter des produits en ligne, mais nous avions encore davantage de personnes qui étaient dans les villes, qui étaient dans le nord du pays, qui n'avaient pas accès à Internet. Dans le même temps, nous faisions face à ce constat de femmes et de jeunes qui avaient des problèmes d'insertion et des besoins de compléments de rémunération. Donc on a lancé un pilote au départ avec 120 personnes qu'on formait au métier de l'Internet et qui allaient partir donc, dans ces zones rurales ou périurbaines avec donc une tablette pour avoir accès à Internet et pouvoir montrer les produits qu'on peut acheter sur Internet. Et ces personnes allaient voir leur milieu habituel, donc leurs églises, leurs écoles, leurs universités, leurs voisins. Et d'un projet pilote de 120 personnes, aujourd'hui en Afrique, nous avons 70 000 personnes, une moitié de femmes, une moitié d'étudiants, qui d'abord génèrent au début un complément de revenus, mais pour certains d'entre eux, pour quasiment 40% d'entre eux aujourd'hui, c'est leur revenu principal.
et qui permettent aussi de construire et de mettre leur pierre à l'édifice au développement du e-commerce en vulgarisant ces technologies. Et ensuite, bien entendu, on s'adapte. La première fois, c'est eux qui vont voir ces personnes dans les milieux ruraux. Et la deuxième fois, c'est un agent du service client qui les appelle pour les former. Et ensuite, la troisième fois, ils savent qu'il y a une application mobile. Et comme vous le savez, l'Afrique, c'est le continent du mobile. Et il y a tellement de petites histoires comme celle-ci qui sont bien sûr belles, puissantes, mais qui portent aussi beaucoup de messages d'espoir et qui témoignent d'une Afrique émergente, pas seulement en potentiel, mais en réalité. Je pourrais vous raconter, je pense, beaucoup d'histoires similaires. Je pense à Nadine en Côte d'Ivoire, où au départ, justement, lorsqu'on a essayé de lancer ce e-commerçant et on s'est essayé à avoir des partenaires avec des logisticiens établis, on nous riait un petit peu au nez de voir des jeunes femmes peut-être aussi audacieuses. Donc on a décidé de monter. D'abord un entrepôt, ensuite un service de livraison, un service de traitement de commandes, un service après-vente, qui était l'entité opération pour servir notre petite entreprise e-commerce. Et aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière qui livre et qui dégage au niveau Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, un volume de commandes supérieur à FedEx et UPS pour l'Afrique. Donc forcément, quand j'ai une tribune aussi incroyable, j'ai envie de venir vous dire à quel point les femmes et les jeunes ont besoin de vous, mais j'ai aussi et surtout envie de vous dire à quel point vous avez besoin des femmes et des jeunes. Alors, bien entendu, je pense que c'est une alchimie et c'est quelque chose qui va de pair. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est de l'éducation, surtout pour les filles. Moi, j'adore toutes ces initiatives qui permettent de financer des jeunes femmes qui apprennent à coder. Parce qu'on leur trouve des débauchés immédiats, et lorsqu'elles ne le savent pas, on fait des paris pour les former. Et je pense qu'un exemple aussi dont je suis particulièrement fière, c'est qu'au départ, quand on lance justement des métiers peut-être aussi pointus, ou en tout cas novateurs sur le continent africain, on n'a pas forcément tout de suite la main-d'œuvre de cette sortie d'université qui est prête. On est allé voir de la même manière donc les organismes comme Polytechnique en Côte d'Ivoire, que M. Cablan-Ducamp connaît très bien. Et on est allé voir le recteur, on lui a demandé d'avoir la liste des jeunes étudiants diplômés. Alors bien entendu, comme je suis méritocrate, forcément, on les a triés par brio, on va dire. Et on en a pris une trentaine. Ces 30 dirigeants d'il y a, on va dire, ces 30 d'ailleurs stagiaires, pardon, d'il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui. Si vous regardez un petit peu sur LinkedIn ce qu'ils sont devenus, il y en a qui sont country managers pour la Côte d'Ivoire, il y en a qui sont devenus country managers aussi pour le Cameroun, il y en a qui sont partis, qui ont lancé leur propre structure entrepreneuriale. Et c'est un défi de formation interne et aussi un pari parce que forcément c'est un investissement en termes de temps et en termes de ressources, mais c'est un pari qui a fonctionné. Mais ce n'est pas à nous de nous substituer à vous, c'est aussi votre responsabilité de permettre que ces politiques d'éducation, de formation, d'accès au financement, d'accès aux capitaux, soient des politiques actuelles, soient des politiques futures et surtout soient des politiques pertinentes, parce que l'Afrique émergente, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit du domaine interrogatif, c'est mon vécu, c'est mon quotidien et c'est une réalité. Je vous remercie. Cher ami, vous avez perçu le caractère nourri des applaudissements qui ont salué votre intervention. Quand on demande alors vous avez été modeste, vous avez oublié de nous dire que vous dirigez une grande entreprise. Vous nous avez surtout parlé de l'élan, des startups, quand on demande au chef d'une grande entreprise, qui par ailleurs est une femme, de parler de l'entreprise, elle nous parle de l'aventure humaine. D'abord, c'est la large partie de votre propos. Elle nous parle d'innovation, elle nous parle de formation, elle nous parle d'accès au numérique. Et merci, nous ne nous étions absolument pas concertés. Ce sont les 3 thèmes que Africa France mettra sur la table de la conférence de Bamako. Et ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas une concertation. Merci, merci infiniment. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à la fois l'architecte et le premier acteur de la mise en œuvre, parce que
vous êtes un ministre qui est soucieux de mise en œuvre et qui y veille personnellement. Et j'ai eu le privilège de pouvoir le voir à de nombreuses reprises. Donc vous êtes le premier artisan de la mise en œuvre de la stratégie d'émergence de votre pays. Nous sommes impatients de vous écouter. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'avais une longue liste d'ailleurs d'entrées, mais je pense que le temps, m'a-t-on dit, presse. Et je voudrais dire à quel point nous sommes heureux d'être dans cette belle enceinte. Je vais donc directement à mon intervention. Je voudrais de prime abord, bien sûr, exprimer mes très vifs remerciements à M. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international de France, qui a bien voulu donc, nous inviter à ces importantes rencontres. J'adresse aussi mes vifs remerciements à M. Patrick Bernasconi, président du Conseil économique et social et environnemental, pour l'accueil réellement chaleureux qui nous a été réservé au sein de cette prestigieuse institution. J'associe pleinement à ces remerciements les hauts dirigeants des institutions initiatrices ou associées à l'organisation de cet événement qui se veut la plus importante manifestation organisée en France sur l'Afrique. Je préciserai même sur l'Afrique émergente. Au cours de ces 2 jours passés dans cette belle ville de Paris, ville des Lumières, notre ami donc du Kenya en parlait tout à l'heure avec beaucoup de passion, nous avons bénéficié des réflexions aussi fécondes qu'enrichissantes, comme en témoignent les résultats que le ministre Hubert Védrine vient de nous livrer tout à l'heure avant son départ. Excellences, Mesdames et Messieurs, avec un taux de croissance moyen annuel de l'ordre de 5%, obtenu au cours de la dernière décennie, bien que cette croissance soit un peu en baisse au cours de ces 2 dernières années, l'Afrique, il faut le dire, se présente aujourd'hui comme la nouvelle frontière du développement. Cependant, l'Afrique est confrontée, il faut le dire, à quelques enjeux majeurs, notamment l'amélioration de la gouvernance, l'industrialisation plus poussée de nos économies, l'intégration de nos pays pour accroître notamment le niveau des échanges commerciaux intra-africains, moins de 18% actuellement d'échanges intra-africains, une meilleure intégration dans les échanges mondiaux. L'Afrique, vous le savez, ne représente que 3% du commerce mondial. C'est dans ce contexte qu'après une décennie de crises diverses, période 2000-2010 et la fin de la période post-électorale 2011, puisqu'on m'a demandé de parler ensuite de la Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a livré aux Ivoiriens sa grande ambition, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Vous voyez que ce n'est pas l'ambition qu'il manque. En ce sens, les 3 grandes orientations suivantes avaient été données au gouvernement pour la période 2012-2015. Premièrement, assurer la paix et la sécurité. Deuxièmement, réaliser la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Et troisièmement, assurer la reconstruction nationale et la relance économique. Ces orientations ont été traduites dans le plan national de développement, le PND 2012-2015, d'un montant de 11 076 milliards de francs CFA d'investissement, c'est autour de 22 milliards de dollars. Sur ce montant, 63% ont été réalisés par le secteur privé, tant national qu'international, contre une prévision de 60%. Tout conforme d'ailleurs au choix stratégique du gouvernement de faire du secteur privé national et étranger le principal moteur de la croissance économique en Côte d'Ivoire. D'importantes réformes structurelles et sectorielles, notamment en matière d'amélioration du climat des affaires et de compétitivité, ont été mises en œuvre, donnant les principaux résultats suivants. Premièrement, l'indice d'insécurité, selon l'indice des Nations Unies, est tombé donc de 4 à 2. L'indice 2, c'est celui des villes comme New York et Genève, ce qui traduit donc le retour à la normale en matière de sécurité en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la cohésion sociale et la reconstruction nationale sont fortement améliorées et ont permis d'asseoir les bases d'une démocratie, il faut le dire, apaisée. L'élection présidentielle d'octobre 2015, qui a vu donc la victoire du président Alassane Ouattara avec un taux de 83,66%, s'est déroulée dans un climat de paix
avec des résultats reconnus et acceptés par tous les candidats, y compris ceux de l'opposition. Troisièmement, le cadre macroéconomique s'est stabilisé avec un taux de croissance annuel moyen de 9%, qui est l'un des plus élevés actuellement dans le monde. Nous figurons dans le top 5, comme on dit, des pays à croissance forte dans le monde. Les investissements réalisés ont contribué à la nette amélioration de l'accès des populations à de nouvelles infrastructures de base, telles que la santé, l'éducation, le logement, l'eau potable, l'électricité, après donc les infrastructures économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous œuvrons pour l'existence d'une volonté politique forte, mais qui doit traverser les générations, afin de soutenir durablement le cheminement vers l'émergence. Cette volonté politique devrait être partagée par tous les acteurs de la vie nationale actuelle et future, d'où le dialogue actuel en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution ivoirienne. Le nouveau plan, qui va couvrir la période 2016-2020, élaboré avec l'appui des partenaires, traduit la vision du président de la République et comporte 5 grands axes, à savoir, premièrement, le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, deuxièmement, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, troisièmement, l'amélioration du capital humain et des conditions de vie des populations, quatrièmement, et vous comprendrez, la promotion de la jeunesse et de la femme. Ce n'est pas Mme Fatouma Taba qui me dira le contraire. Et ensuite, cinquièmement, l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Son élaboration a été inclusive, l'élaboration donc du plan stratégique, associant notamment, comme par le passé, le secteur public, mais aussi le secteur privé, la société civile, les décideurs locaux comme les chefs traditionnels et les religieux. Par ailleurs, il faut souligner qu'un comité de concertation État-secteur public mis en place est chargé de conforter l'activité des entreprises. Ce dialogue a conduit à faire émerger des champions nationaux pour une croissance plus endogène et pour mieux insérer les entreprises ivoiriennes dans le marché, d'abord national, régional et mondial. Il s'agit aussi d'associer le secteur privé à l'élaboration des réformes structurelles et sectorielles, et notamment des politiques fiscales. Alors, le PND 2016-2020, on m'a dit d'en parler rapidement, d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire autour de 60 milliards de dollars, doit avoir 62,5% financé par le secteur privé. En ce qui concerne le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, donc c'est le premier chantier, la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance, la création du tribunal de commerce, la prochaine mise en œuvre de la Cour d'appel de commerce vise, en luttant contre la corruption, à renforcer notre système judiciaire. Par ailleurs, notre système de sécurité est en mutation pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires, notamment le terrorisme, la piraterie, la criminalité transfrontalière. En ce qui concerne la transformation structurelle de l'économie, le deuxième chantier, nous œuvrons pour une plus grande transformation de nos produits de base, café, cacao, coton, caoutchouc, huile de palme, anacarde et j'en passe. Elle comprend aussi le développement des grandes industries de substitution aux importations, avec un accès donc à un marché qui est très large, de 100 millions d'habitants pour l'UEMOA, comprenant donc 8 pays, et de plus de 300 millions d'habitants pour la CEDEAO, avec 15 pays. À ce titre, des infrastructures structurantes, autoroutes, chemins de fer, ports, centrales thermiques participent du développement des plateformes logistiques interconnectées, faisant d'Abidjan un hub multisectoriel sous-régional, notamment l'Afrique de l'Ouest, avec bien sûr un élément important qui sont les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Troisièmement, en ce qui concerne l'amélioration du capital humain et des conditions de vie des populations, la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans a permis d'accroître en un an en moyenne 10% des effectifs du préscolaire, du primaire, du secondaire et l'enseignement supérieur. Comme disait d'ailleurs le philosophe Jean Baudin en France, je crois qu'il est du XVIe siècle, il n'est de richesse que d'hommes. Je dois souligner que 5 nouveaux lycées de filles de référence avec internat seront donc construits dans les zones à moins, disons, que densité de scolarité au niveau des jeunes filles, pour faire un rattrapage. L'amélioration de l'enseignement supérieur a permis aux 3 grands établissements universitaires, à savoir l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, de bénéficier du programme de centre d'excellence du groupe de la Banque mondiale. Je dois dire d'ailleurs que le nombre d'universités passera actuellement de 5 à 10
à l'horizon 2020. En ce qui concerne le système de santé, il est également en grande amélioration pour une meilleure couverture des populations, en particulier les plus vulnérables, avec notamment la couverture maladie universelle. Je dois dire qu'actuellement, la couverture est de l'ordre de 15 à 20%. Avec la CMU, donc la couverture maladie universelle, nous devrons atteindre un taux de 90%. Donc c'est un changement total donc, de donne. Quatrièmement, en ce qui concerne la promotion de la jeunesse, faire de l'agence de développement et celle des femmes, nous avons créé l'agence emploi jeunes et durable des jeunes et renforcé le rôle des femmes dans tous les secteurs de vie de la nation, à la fois donc politique, économique et social. On peut en parler si ça vous intéresse. Enfin, cinquième chantier, l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Je sais qu'il y a souvent des interrogations quand on en parle. Les actions visent à généraliser des valeurs telles que l'excellence, le civisme, l'intérêt supérieur de la nation, l'ambition et l'optimisme pour donner le meilleur de soi-même, tirer le meilleur, je le souligne, de la mondialisation. Il ne faut pas en faire donc une menace plutôt qu'une opportunité. En vue donc de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui compte et qui gagne. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'étape suivante logique et proche est celle d'entrer de la plupart des pays africains dans la catégorie des pays dits émergents. Cela suppose que l'Afrique, que notre continent parvienne à surmonter des défis encore nombreux et complexes. J'en dis quelques mots rapidement avant de conclure. Ces défis peuvent être relevés en partageant l'expérience des pays déjà émergents, mais également avec l'appui de la France, ce grand pays avec lequel l'Afrique partage une histoire commune qui ne peut être détachée du renouveau du continent africain, me semble-t-il. En effet, combien de dirigeants politiques africains, de hauts cadres d'entreprises africaines n'ont-ils pas été formés en France, dans les meilleures universités et grandes écoles françaises, parfois même avec des bourses de l'État français? Je voudrais dire que nous avons cependant le devoir ensemble de faire progresser notre coopération. Nous devons transformer cette coopération chaque jour davantage en une coopération orientée vers la construction d'une croissance économique et d'un développement partagé, avec une implication beaucoup plus forte des secteurs privés respectifs de nos pays avec la France. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette évolution du partenariat de l'Afrique avec la France doit prendre en compte des fléaux communs auxquels nous sommes confrontés, terrorisme, parfois piraterie maritime, crise migratoire, les changements climatiques, etc. En conclusion, je voudrais affirmer que l'Afrique est désormais visible sur les cartes économiques. Elle est de plus en plus la nouvelle frontière de développement, on en a parlé tout à l'heure, après avoir été reconnue comme le berceau de l'humanité. Alors, je voudrais donc adresser nos chaleureuses félicitations aux organisateurs de ces belles rencontres et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. On va rester ensemble pour quelques... Voilà. Monsieur le Premier ministre, il y a des mots qui nous font penser que les entreprises qui sont dans cette salle jouent à domicile, en Côte d'Ivoire. Gouvernance, industrialisation, intégration régionale. Vous programmez de vous-même une participation du secteur privé à hauteur de 63% du plan national de développement. Je voudrais, peut-être si vous me le permettez, vous poser 3 questions qui peuvent être intéressantes pour les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle. Vous avez parlé d'insécurité et de sécurité, bien sûr de sécurité physique, hélas. Vous avez aussi fait allusion à la sécurité juridique. La sécurité juridique, fiscale, douanière, c'est un point qui est très important pour les entreprises. Comment est-ce que vous le raccordez à ce concept de développement fondé sur la Constitution qui caractérise notre pays? C'est ma première question. La seconde question est relative à la concertation avec le secteur privé. Nous savons que vous vous y impliquez personnellement et qu'il y a une discussion, une concertation de haut niveau entre le secteur privé, d'abord avec la CGECI, le président Jean Kakou Diago est dans cette salle, avec les entreprises françaises. Et ce que nous souhaiterions vous demander, c'est, nous sommes d'accord sur les principes, comment faites-vous pour le mettre en œuvre sur le terrain? L'entreprise, la PME, qui s'intéresse à la mise en œuvre concrète d'une bonne concertation avec les autorités publiques. Et puis la troisième question, vous avez évoqué
une rénovation de l'enseignement, pas à partir de rien, puisque l'Institut Houphouët-Boigny porte son nom, parce que c'était les grandes écoles créées par le président Houphouët qui ont maintenant fusionné. Et vous avez mentionné le rôle du secteur privé que nous connaissons, puisque bon nombre d'entre nous, nous sommes effectivement impliqués dans une coopération avec l'Institut Houphouët-Boigny. Mais c'est un sujet compliqué de faire entrer l'entreprise dans l'université. Donc, c'est un sujet compliqué pour nous. La curiosité, c'est est-ce que c'est une difficulté particulière en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous guidez? Je sais que c'est un débat. Une fois encore, ce débat n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire, mais c'est un débat. Et je pense que ce serait intéressant pour nous de comprendre comment vous conduisez ce débat. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Debra, de ces questions. En ce qui concerne le problème donc, de sécurité, vous avez parlé effectivement de sécurité physique, mais aussi de sécurité juridique. La sécurité physique, bon, chacun peut être dû entendre parler de l'attentat terroriste de Grand Bassam, qui a eu lieu, je crois, qu'en mars donc, de cette année. Mais je pense que de ce côté-là, nous avons eu une réaction rapide des forces spéciales, puisque en 3 heures, nous sommes venus à bout donc, des terroristes qui ont donc été liquidés au niveau donc, de Grand Bassam. Depuis lors, nous avons tiré les leçons en faisant en sorte que nous renforcions nos forces spéciales avec un budget de 80 milliards de francs CFA, de manière à pouvoir faire face, disons, à toute attaque de ce genre, même si chacun sait c'est difficile de prévenir ce genre d'éléments. Je pense que la situation des pays développés, y compris ceux même des États-Unis, de la France, de la Belgique, et cela montre que même au niveau des pays développés, c'est difficile de le faire. Mais cependant, je pense qu'on peut faire en sorte que les gens sachent qu'on est prêt à réagir rapidement et que les gens sont formés donc, dans ce sens. Et je crois qu'un élément important, c'est l'échange d'informations au niveau donc, des services, concernés dans les différents ministères en charge de la défense et de la sécurité au niveau donc, mondial. La sécurité juridique est quelque chose d'essentiel. Je crois qu'il y a une dame d'affaires venant d'Afrique du Sud, lorsqu'on avait fait ce qu'ils appellent un roundtable, une rencontre de discussion, qui disait qu'elle ne pourrait investir dans un pays que lorsque la sécurité juridique est assurée. La question était, disons, posée, mais comment voyez-vous cette sécurité juridique? Elle dit, c'est quand, par exemple, j'ai un procès qui m'oppose au fils ou la fille du président de la République du pays, je suis sûr que le droit sera dit. Bon. On a dit, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on y travaille tous, parce qu'effectivement, il faut que la sécurité juridique existe et que les gens aient pleinement confiance dans leur pays et dans la justice de leur pays, de manière à ce que ça aille de l'avant. Il faut d'abord la célérité, d'où la mise en place donc, des tribunaux de commerce dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi de la cour d'appel, de manière à ce qu'on ne suive pas tout le cursus trop long en matière des tribunaux normaux. Je crois que c'est un premier élément. Nous avons fait une loi aussi en Côte d'Ivoire qui fait en sorte que lorsque l'enjeu des procès économiques dépasse 50 millions de francs CFA, ce n'est pas un seul juge qui se prononce, mais ils sont 2, de manière à pouvoir permettre, c'est la collégialité qui évite, disons, d'avoir les problèmes donc, de corruption. Et bien sûr, le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé que chaque fois qu'il y ait des problèmes donc, de ce genre, écoutez, les réactions donc, soient très rapides et fermes au niveau donc, des personnes concernées dans ce domaine. Bien, c'est ce que je voulais dire un peu concernant le problème donc, de sécurité. Et vous avez évoqué le problème de la concertation entre secteur public et secteur privé, et ensuite le problème donc, de la formation. Je crois que, et vous dites concrètement comment ça peut se passer. Chaque mois, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est le ministre donc auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances, rencontre le secteur privé pour discuter des problèmes qui existent. Et chaque 3 mois, quand c'est nécessaire, et je crois qu'habituellement c'est nécessaire, il y a une rencontre au niveau du Premier ministre, de manière à s'assurer que tous les problèmes qui sont posés par le secteur privé soient pris en compte. Actuellement, par exemple, nous avons la NES fiscale qui va passer au niveau de l'État donc, de Côte d'Ivoire bientôt. Il y a des concertations qui ont été faites donc, avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. On peut ne pas s'entendre sur toutes les réformes, mais au moins on les entend, on les écoute, et on a une approche quand même qui est commune pour obtenir des résultats.
Nous avons ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le CPC, qui est le Centre de promotion d'investissement en Côte d'Ivoire, où vous pouvez créer, par exemple, une entreprise. Au niveau légal, on parle de 48 heures, mais en réalité, en 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Et si vous avez un programme d'investissement, la règle dit c'est 21 jours pour avoir les agréments, mais vous pouvez le faire moins. C'est ce qui d'ailleurs attire davantage d'hommes d'affaires au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que, hormis donc le marché régional et sous-régional, nous avons donc cette célérité au niveau donc des formalités à faire. Bien sûr, les coûts aussi ont été ramenés dans le cadre du Doing Business de la Banque mondiale, où la Côte d'Ivoire a été classée 2 fois de suite dans le top 10 en matière donc de réforme dans le monde. Top 10, ce n'est pas en Afrique, mais dans le monde. Voilà ce que je vais dire un peu sur cet aspect donc, de la concertation. Bon, alors en ce qui concerne les problèmes d'éducation, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Réellement, si vous regardez le développement de l'Asie, c'est par les hommes, en fait, que l'Asie a pu avoir ces croissances fortes qui ont donc été obtenues. Je disais que le philosophe Jean Bodin du XVIe siècle disait qu'il n'est de richesse que d'hommes. C'est vraiment la vraie richesse d'un pays. Et il faut former les hommes. Et les femmes, quand je dis hommes, c'est avec un grand H, bien sûr. Et nous mettons, bien sûr, l'accent particulièrement au niveau donc, des femmes. Prenez les grandes tendances, disons que, comme la population. Le croît démographique en Côte d'Ivoire était de 3,8% à l'indépendance. Je crois que c'était le taux le plus élevé dans le monde. Nous sommes, vous en avez parlé, M. Borloo, tout à l'heure, nous sommes ensuite tombés à 3%. Et avec le recensement de la population qui s'est passé en 2014, le croît démographique est tombé donc à 2,7. Notre objectif, c'est d'aller autour de 2%, parce que pour avoir un dividende démographique, il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle de la population. Mais comme ce sont les femmes qui décident du nombre d'enfants à faire dans une famille, il faut les éduquer. Ce n'est pas fait exprès. Vous éduquez une femme, vous éduquez un pays. C'est bien ça. D'où la nécessité donc de pousser l'éducation, scolarisation pour tous d'une part. Je vais parler donc des universités. Alors, nous estimons, pour répondre à votre question, M. Debras, c'est dire que le poids ne doit pas peser seulement sur l'État, mais sur le secteur privé. Donc, le secteur privé en Côte d'Ivoire intervient au primaire, au préscolaire, au primaire, au secondaire et maintenant au supérieur. Vous avez pratiquement 50-50%. L'État, donc, éduque 50% de nos gens. Et le reste est fait donc par le secteur privé, tout enseignement, tout niveau confondu. Et ça quand même diminue la charge. L'État se comporte comme un parent, donc paye la scolarité, et ça l'amène à ne pas construire beaucoup donc, de locaux qui coûtent beaucoup plus cher. Et je crois que l'autre élément important, c'est que nous étudions maintenant de plus en plus du numérique. Et par exemple, au niveau de l'université d'Abidjan, compte tenu du nombre de bacheliers qui sortent maintenant, à peu près 100 000 bacheliers par an, nous avons recours maintenant à, disons, à l'université numérique. Avec le terme que les gens emploient, les MOOC, de manière à pouvoir donc faire le téléenseignement et donc l'enseignement donc à domicile. Voilà ce que je voulais dire un peu au niveau des 3 questions que vous avez posées. Merci. Bien, merci, Monsieur le Premier ministre. Nous le savions, mais nous le savons encore un petit peu plus. Tous les ingrédients de l'émergence sont là. Et je pense que les entreprises l'ont bien entendu. Après avoir entendu de grands praticiens parler de l'émergence, le moment est venu pour nous. Vous savez que chacune de nos séances est conclue par un éminent spécialiste. Donc, je souhaiterais demander à Monsieur le professeur Chéniaud, dont l'écrin de son activité de recherche-action et d'enseignement est à HEC. Je souhaiterais vous demander de nous revenir vers nous et nous faire part de vos réflexions sur l'émergence. Merci, mon cher Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un véritable privilège que de m'exprimer devant vous ce soir, et c'est en même temps une merveilleuse satisfaction parce qu'on me demande donc de parler de l'émergence. Et Madame Fatoumata Mba a dit tout à l'heure que pour une fois, on ne mettait pas un point d'interrogation derrière. Donc je pourrais enfin parler de cela sans mettre un futur hypothétique ou un conditionnel, mais une affirmation au présent. Et puisque je cite Madame Mba,
Écoutez, madame, permettez-moi cette digression. Vous incarnez, vous êtes l'ambassadrice de l'énergie de la femme africaine. Je dois vous dire que je me félicite quotidiennement d'avoir épousé l'Afrique il y a 38 ans. Je suis le mari de ma femme, c'est la chance de ma vie. Quand je voudrais, puisque on me demande de parler de l'émergence, évoquer très simplement que cette émergence, elle a été d'abord assez niée, occultée. Je me souviens, alors que nous avions une dynamique africaine qui était avérée depuis déjà une demi-douzaine d'années, qu'en 2003, le journal The Economist titre à la une « Africa's the hopeless continent ». Et il faudra attendre 2008 pour qu'on parle de Africa Rising. En réalité, après l'avoir occulté, on l'a sous-estimé. Monsieur le Président Zinsou, à qui je tourne le dos, non pas parce que je m'oppose à ses idées, à sa personne, ou au contraire à son rayonnement, mais simplement parce que c'est la géopolitique de la salle, Monsieur le Président, a très clairement souligné que quand on parle d'émergence, quand on parle de cette dynamique africaine, la France s'est retrouvée en 2012 avec un choix. Est-ce que je veux la mort brutale ou est-ce que je veux la mort lente? Grâce à vous, Monsieur le Président, elle a choisi plutôt la survie et le baiser qui réveille en ayant une nouvelle stratégie qui nous donne l'occasion d'être ici avec une nouvelle philosophie de la relation entre l'Afrique et la France, une véritable relation de partenariat. En réalité, comme l'a expliqué le président Zinsou durant notre ouverture, la France n'avait pas baissé la volumétrie de sa coopération, de ses exportations, de ses investissements en Afrique. Simplement, elle était disruptée. Ce néologisme ne pouvant être professé à la veille du sommet de la francophonie, je dirais qu'elle a été simplement décrochée. Elle n'a pas été capable de suivre le rythme d'une croissance africaine qui était le quadruple. Concrètement, on a également était dans une méconnaissance qualitative de l'émergence africaine. Nos économistes veulent toujours qu'il y ait l'absolu triptyque à parité pour qu'on parle d'émergence, c'est-à-dire croissance, ouverture internationale et industrialisation, et sous prétexte que ce troisième trépied était un petit peu disparate sur le continent, on récusait le principe d'émergence, alors qu'elle est là, elle est une vérité. Et aujourd'hui, malheureusement, un certain snobisme intellectuel consiste à dire « oui, mais finalement, il faut la relativiser, cette croissance africaine. Regardez la nouvelle volumétrie de la croissance et de l'émergence de ce continent. » Mais c'est simplement inepte, c'est de l'autisme. Pourquoi ? Soyons francs. L'Afrique a été affrontée en l'espace de 20 mois au phénomène suivant. 1. Oil glut, le contre-choc pétrolier. 16 États producteurs de pétrole, plus les questions fiscales évoquées par le président Zinsou, vous avez une nouvelle cartographie de la croissance. Au sein de cette nouvelle cartographie de la croissance, le Kenya, plus que brillamment représenté ici, incarne la nouvelle dynamique de l'Afrique de l'Est. Et cette nouvelle cartographie de la croissance nous montre que sur 54 États, nous avons effectivement une Afrique plurielle. Mais à l'échelle continentale, on est à quoi 1,7, enfin 1,6 dit le FMI, mais nous nous en contenterions avec gourmandise. Si en même temps, vous deviez avoir eu le contre-choc des matières premières, la politique du Tsintantai, qui est la nouvelle politique africaine de la Chine. Nos amis chinois, je m'appelle Chéniaud, visiblement c'est un peu compliqué à prononcer, alors quand j'enseigne, ils m'appellent professeur Chen Li, ils me disent désormais nous passons à l'étape de délocalisation en Afrique, et cette Afrique de l'Est est là aussi pour en attester. Et si dans le même temps de ces 20 mois, vous eussiez dû gérer 19 élections majeures dans toutes les sous-régions du continent, très sincèrement, je trouve que ça n'est pas si mal. Donc, il y a un adjectif qui me semble absolument important, c'est l'adjectif conjoncturel, où oui, il y a une croissance conjoncturellement faible, tous les fondamentaux restent excellents. Et si l'on pense à émergence demain, je ne parle pas d'un futur hypothétique, mais vraiment demain, vous allez être à la veille de 3 éléments de révolution-évolution, le numérique,
marge de croissance phénoménale, l'énergétique, évoquée par M. Borloo avec le talent et la passion qui le caractérise, et bien évidemment l'agricole. Ce matin, durant la table ronde sur les questions agricoles, des chiffres ont été rappelés sur la productivité. Je vous promets de ne pas vous asséner de chiffres, mais qu'il me soit permis simplement de rappeler que quand vous regardez les taux d'engrais phosphatés utilisés à l'hectare en Inde ou en Chine, en Afrique, au sud du Sahara, c'est entre 8 et 10%. Que demain vous mettiez non plus 5 kg, mais 30 kg d'engrais phosphatés à l'hectare, vous devenez le grenier de la planète. À la question comment on nourrit une planète de 9 milliards d'habitants, la réponse est regardez l'Afrique, ça n'est pas votre serviteur qui le dit, c'est la stratégie de l'OCP au Maroc, avec OCP Africa à Ben Guérir, la volonté du président Mostafa Terrab et le fait de dire on ne va pas se contenter de l'agricole, on va passer à de l'agroalimentaire. Alors, qu'on arrête de nous dire que l'Afrique ne le peut pas, elle a 60% des terres arables non cultivées, et qu'on arrête de nous dire que l'Afrique est un désert, l'Afrique se conjugue au pluriel, l'Afrique uniquement dans la zone des Grands Lacs a 50% de plus de richesse hydrique que le bassin de l'Amazone. Alors une fois que l'on a dit cela, il est vrai que nous sommes néanmoins face à un certain nombre d'incertitudes. Alors, ces incertitudes, elles ont été évoquées. On a une incertitude sécuritaire, c'est vrai. Mais enfin, écoutez, je ne vais pas faire un long discours de géopolitique. Vous avez ici, parmi des panélistes, un Kényan et un Premier ministre ivoirien. Très sérieusement, regardez dans quel état était la sous-région de l'Afrique de l'Est avant l'opération Lindachi conduite par les forces kenyanes, et aujourd'hui, admettez que de la sécurité de l'État en mer par la réduction de la piraterie qui est presque morte dans cette zone jusqu'à la stabilisation de la Corne, le Kenya a fait un travail exemplaire. Regardez la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous ramener le 26 décembre 1999 où est la crise post-électorale, mais regardez d'où vient ce pays qui aujourd'hui est présenté devant vous comme une exemplarité. Alors, l'idée selon laquelle l'Afrique ne peut pas surmonter ces crises n'est pas sérieuse. Et si nous devons nous assigner des objectifs pour la faisabilité de ce dont on parle, on a évoqué la formation. Mon cœur est léger puisque, à 4 reprises, Madame Ba, Monsieur le Premier ministre ont évoqué, et ensuite Monsieur Debras, l'Institut Polytechnique de Côte d'Ivoire. Eh bien, le hasard de la vie fait que ce matin, l'école HEC, je parle sous l'autorité de François Collin, qui est notre International Dean, signait un partenariat exactement dans l'esprit qui vient d'être indiqué avec l'Institut Polytechnique National Houphouët-Boigny. La formation est au cœur de tout, et après vous avez quoi? Mais vous avez l'emploi, et enfin vous avez l'inclusion. Quand la question démographique est évoquée, la démographie intrinsèquement peut être un atout comparatif, un marché solvable potentiel autant qu'un problème. Ça dépend si vous êtes mono-obnubilé emploi ou pas. Si vous êtes à la tête de structures privées ou publiques en Afrique, vous devez être mono-obsédé par l'emploi. À partir du moment où vous l'êtes, les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure seront réglés par l'essentiel, à l'essentiel. Et puis, bien évidemment, vous avez la question de l'inclusion. Quand Nelson Mandela est invité en visite d'État et qu'au palais de Friedland, il explique quel est le problème qu'il redoute le plus. Il ne dit pas « je ne pense pas que l'Afrique va décoller ». Il est convaincu de l'émergence africaine. C'est une certitude pour lui, mais il oppose « rising » versus « uprising ». Et il dit, écoutez, voilà, au moment où l'Afrique va émerger, le danger serait que les disparités sociales suraggravées, si nous ne sommes pas dans la redistribution, si nous ne sommes pas dans une croissance inclusive, si l'inclusion n'est pas le paradigme de notre stratégie de croissance, à ce moment-là, l'Afrique connaîtra les soulèvements politiques les plus durs de son histoire. From rising, décoller,
to uprising, se soulever dans un sens contestataire. Il y a donc une évidence, il convient de penser emploi et de penser inclusion. Pour le reste, si nous devons conclure, le principal facteur d'optimisme, bien c'est vous, puisque désormais, l'entreprise a été mise au centre de la stratégie de croissance, de la stratégie d'émergence, et puisque Monsieur le ministre Hubert Védrine vous a donné une feuille de route, je ne doute pas que vous vous l'appropriez, et je ne doute pas qu'il ait été ému par cette pensée brodelienne que l'avenir ne se prévoit pas, mais qu'il se prépare. Puisque je sais désormais que c'est vous qui le préparez, je suis serein et je vous en remercie. Merci. Merci, professeur, de nous avoir convié un peu de philosophie pour terminer cette séance. Voilà, nous approchons donc de la fin de cette cérémonie. Je vais vous inviter à une petite gymnastique oculaire qui n'est pas prévue au programme. Regardez le ciel, puisqu'on le voit. Et on le voit bien que la voûte soit en béton et en verre. Nous avons été accueillis, c'est l'occasion de remercier le président Bernasconi et le CESE. Nous avons été accueillis dans un lieu qui est doublement symbolique. Le premier, c'est que la France est encore créative et industrielle à la fois. Il suffit de voir. Le second, c'est que nous sommes dans le lieu de la concertation entre les acteurs de l'économie, entre les acteurs étatiques et les collectivités territoriales, et que c'était bien le lieu rêvé pour discuter de tout ce dont nous avons parlé depuis 2 jours. Raison de plus pour que ce ne soit pas seulement le symbole de la capacité créative, mais le symbole du type de réflexion qu'il nous faut conduire pour parler de développement et pour parler d'émergence. Voilà. Sur ce remerciement que je pense vous partagez tous, je voudrais demander à Monsieur le Premier ministre, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être des nôtres physiquement depuis hier matin, et ça ne nous a pas échappé, d'être venu, revenu, d'avoir reçu dans nos murs, d'être venu dans nos séances. Je souhaiterais, Monsieur le Premier ministre, vous demander de prononcer le mot et le message final. Merci encore une fois. Le message final en ce qui nous concerne, c'est d'abord de remercier, de féliciter tous les organisateurs. Je pense que nous avons tous senti la qualité de la préparation de ces différentes rencontres. Je vais vous demander quelque chose. Peut-on se lever et faire un banc spécial pour toutes les organisations qui ont eu lieu, l'organisation qui a eu lieu? Voilà. OK. Merci, merci. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Ils ont fait une bonne organisation. On attend donc la suite. Je sais qu'il y aura la rencontre donc de Bamako, vous l'avez dit en janvier 2017, mais ce type de rencontre, nous pensons qu'il faudrait pouvoir les renouveler et surtout peut-être pour certaines rencontres à venir, peut-être les rendre un peu thématiques, portant sur des sujets plus spécifiques, comme par exemple, disons que l'industrialisation par l'agro-industrie, par exemple, ou bien le problème de l'électricité ou le problème des TIC, et de manière à ce que nous puissions aller vers les points que vous avez soulignés, qui sont des points essentiels pour la croissance en Afrique. En tout cas, notre délégation a été vraiment très heureuse de participer à cela. Un élément aussi important que je voulais souligner avant donc de dire le mot de fin, c'est que ça permet non pas seulement une rencontre entre le Sud et le Nord, donc entre le continent africain et, disons que la France, mais aussi une rencontre Sud-Sud entre les opérateurs des différents pays africains qui participaient à cette rencontre. Je crois que c'est chose d'important. On a fait donc d'une pierre 2 coups, et je pense qu'il faudrait continuer dans ce sens. Encore une fois, grand merci. Bon retour dans leur foyer à tous ceux qui sont venus de l'extérieur visiter ce beau pays qui est la France. Et nous disons, Inch'Allah, grâce à Dieu, à bientôt. Merci et félicitations à tous.
song mama, I'm dating coin baba. Umbil lazaka, darundo no kazadye. I'm the song mama, I'm dating coin baba. Umbil lazaka, darundo no kazadye. I'm not coming na mani viola savre I'm tunda melam kaya tanyorie msidia me sanka wena maye na songma I'm le kato oh msidia me saya bobo tambauda me tombeu pintine kame am tara diplôme la tum kaye Anna song mama am datun koen baba Mumbil lazaka tarundo nukazarie Anna song mama datun levande Song mama la boue éclatare am nam same kamim namani viola sabre am tunda melam kaya tanyorie msidia me sanka wena